Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'entretien qui reçoit aujourd'hui le bâtonnier Amadou Tidiane Kaba. Il est avocat au barreau de Guinée, conseil inscrit et membre des experts francophones à la Cour pénale internationale et au tribunal pénal international de Arusha pour le Rwanda. Actuellement, il est président du comité pour la promotion de la justice pénale internationale. Monsieur Kaba, bonsoir. Monsieur Diakité, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur une thématique aussi controversée que la justice et notamment la justice pénale internationale. La justice, c'est votre domaine. Aujourd'hui, on ne parle que de la justice. La première question est de savoir pourquoi le comité pour la promotion de la justice pénale internationale dont vous êtes le président. Je vous remercie infiniment. Et pourquoi la justice, la promotion de la justice pénale internationale? Ou tout court, pourquoi la justice pénale internationale? Vous devriez savoir autant que moi que la justice est une œuvre humaine et que la justice est un organe fondamental pour la vie dans la société. Et je m'explique pourquoi. Aucune vie en société n'est paisible, n'est tranquille, n'est sans heurts. Et les heurts ou les conflits qui naissent dans la vie en société, comme ça naît dans le fonctionnement d'une entreprise, sont portés devant les juges. Et les juges sont des magistrats professionnels et qui sont investis des pouvoirs absolus par la Constitution. Concernant les juges guinéens, il y a l'article 81, 2 et suivants qui disent que les magistrats sont des juges investis du pouvoir absolu dans l'exercice de leur pouvoir. Ça veut dire que lorsqu'ils sont en exercice de leur pouvoir, ils n'ont aucun pouvoir sur leur tête que la déontologie et leur conscience professionnelle. Donc le juge n'est pas sujet à être soumis à une autorité temporaire, ni politique, ni autorité monétaire. Le juge est en soi une autorité pour pouvoir mieux régler les litiges qui se créent dans le fonctionnement de la vie. Et cette justice est rendue sur la base du droit. C'est le même cas au niveau de la Cour pénale internationale? C'est à l'échelle plus élevée. Pourquoi la Cour pénale internationale? Je vous dis donc que la justice a vocation de réguler la vie en société, de faire en sorte que nous puissions vivre en harmonie, dans la paix, dans la quiétude et dans la cohésion sociale. Et le bonheur recherché, qui est l'équilibre social, qui est l'épanouissement, dont le corollaire est le développement social, repose sur la justice. La justice est fondamentale. Nous pouvons faire toute une journée pour développer la notion de justice. Tout ce que je pourrais dire simplement, c'est que la justice est le fondement de la vie tout court. Même au sein d'une famille, le père et la mère sont des juges qui doivent arbitrer entre les enfants, qui doivent arbitrer entre les dysfonctionnements qui ont lieu naturellement. Toute vie nécessite ou suscite des dysfonctionnements. Mais le fait de ne pas réguler le dysfonctionnement pose problème. Alors pourquoi la justice pénale internationale? La justice pénale internationale est un constat d'échec. Un constat d'échec de la justice d'abord tout court, autrement dit la justice nationale. Et vous savez autant que moi que les juges sont devenus, ou la justice tout court est en permanence le bras séculier du pouvoir. C'est les pouvoirs, le pouvoir fait la pluie et le beau temps, le pouvoir dispose de la vie des gens, le pouvoir dispose de tout court. Or, Montesquieu dit que la démocratie ne peut exister que lorsque les pouvoirs qui composent la cité moderne, je veux dire, vous avez le pouvoir exécutif, vous avez le pouvoir législatif et vous avez le pouvoir judiciaire.
Je me refuse de dire pouvoir judiciaire en fin de compte. Pourquoi? Parce que le pouvoir judiciaire est le bras séculier du pouvoir exécutif. Donc en fait, il n'y a que deux pouvoirs. Le pouvoir législatif, si ça peut l'être, si aussi ça, ce n'est pas embrigadé par le pouvoir exécutif, qui tue la démocratie, parce que la démocratie, ceux qui m'ont enseigné le droit constitutionnel ont dit que la majorité tue la démocratie. Et les véritables démocraties se trouvent dans les pays nordiques, la Norvège, la Finlande. Pourquoi? Parce que dans ces États-là, quand il y a des élections, il n'y a jamais de parti majoritaire. Et quand on n'a pas la majorité, on est obligé d'avoir recours aux autres partis et dans un consensus, on assoit le pouvoir. Là, on parle d'alliance. Absolument. Et là, Mme Merkel vient d'en être la démonstration en Allemagne. Après avoir été élu chancelier, il a fallu des semaines et des semaines pour avoir des alliances. C'est ça la véritable démocratie. Et quand vous avez la majorité, la chambre parlementaire, pour ne pas dire la chambre des députés, devient une chambre d'enregistrement. Alors, je reviens dans mon raisonnement avant de m'égarer. La justice, donc, est l'un des éléments fondamentaux de la vie de la société, de la régulation de la vie de la société. Montesquieu dit qu'il y a de véritables démocraties que quand un pouvoir est capable de dire à l'autre, de lui montrer en fin de compte ses limites. C'est-à-dire qu'il y a des seuils à ne pas atteindre. Comme dirait Georges Pompidou, que lorsqu'on atteint les bornes, qu'il n'y a plus question de limites. Donc chaque pouvoir doit être cloisonné dans son domaine de prédilection. Et la justice doit fonctionner sans être bras séculier du pouvoir exécutif. Or, il est de règles ou une pratique, on dit que les fesses sont têtues comme le nez en plein visage. Le pouvoir judiciaire n'existe pas dans les États africains. Pourquoi? Parce qu'on ne juge que ce que le pouvoir veut voir juger, on ne juge pas ce que le pouvoir ne veut pas voir juger. Quel est le rôle alors de la Cour pénale internationale quand tu parles de l'Afrique? Parce que la Cour pénale internationale n'est pas en Afrique, M. Kaba. Et la Cour pénale internationale, heureusement pour nous, et nous tous d'ailleurs, et vous et moi, c'est une cour qui fait peur à nos dirigeants. C'est une cour qui ne laisse pas dormir. C'est une cour qui est leur mauvaise conscience. Et pourquoi la Cour pénale est leur mauvaise conscience? Parce qu'ils font la pluie et le beau temps chez eux. Il n'y a pas de juge susceptible de les arrêter, de les juger et de les condamner comme tout citoyen. Vous faites la promotion de la justice pénale internationale, tandis qu'il y a des chefs africains aujourd'hui qui veulent sortir de cette cour. Que pensez-vous de cela? Excusez-moi d'abord de répondre à la première question. Pourquoi la Cour pénale internationale? La Cour pénale internationale a été créée au regard de la carence de la justice tout court dans nos États. Et la Cour pénale internationale n'intervient en cas de crime. La Cour ne juge que les crimes les plus abominables. Et j'entends bien, pour être assez précis avec vous, puisque ce sont des jargons professionnels, des crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Et éventuellement aussi les viols. Depuis une dernière décision du tribunal de Arusha, le viol massif rentre désormais dans le cadre de crimes internationaux. La Cour pénale, donc, est une institution internationale qui a été créée après avoir mis en essai d'autres systèmes de justice pénale. Après la Deuxième Guerre mondiale qui a été assez meurtrière, vous le savez autant que moi, sans doute vous étiez jeune, peut-être qu'on vous l'a enseigné, mais moi on me l'a enseigné. Elle a été assez meurtrière. Ça fait poser des questions à l'humanité. Quel est le rôle ou quelle est la place que l'être humain doit jouer, étant donné que l'être humain devient désormais sujet à tous les crimes inimaginables. Toutes les normes ont été élaborées. La Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international des droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et vous avez la Cour européenne des droits de l'homme et tout le reste. Ces artifices ont été élaborés pour permettre à ce que les crimes prennent fin et qu'on arrête la spirale de la guerre
Et avant de créer ces tribunaux, nous avions une stupidité universelle qui était la territorialité judiciaire. C'est-à-dire que lorsqu'un crime est commis au Sénégal, le magistrat guinéen, quand le Sénégalais fuit le Sénégal, il ne pouvait plus être poursuivi. Pourquoi? Parce qu'on disait que la Guinée, ni le Mali, ou le Burkina où il a été arrêté n'était pas compétent pour le juger. Pourquoi? Parce qu'il y avait la compétence territorialité qui était dévolue au Sénégal. Le premier effort qu'on a fait, c'est de faire sauter le verrou de la territorialité. Et pourquoi le verrou a sauté? Et ça, c'est extrêmement important à vous dire et que les gens, vos téléspectateurs, le sachent. Depuis la globalisation de la vie des affaires, les affaires étant liées au droit, le droit étant la mère de l'organisation du monde, ça a eu des incidences sur le droit et ceci a eu pour corollaire de faire sauter le verrou de la territorialité. Avant, il y avait la notion de non-ingérence dans les affaires d'un État. Il n'y en a plus. La justice devient universelle. Vous pensez que c'est normal? C'est tout à fait normal. La justice devient universelle. Le droit de l'homme n'est plus une affaire d'un État. Le droit de l'homme devient universel. Et c'est pour quelle raison que les États font attention. Quand il y a des exactions ici, compte tenu du développement des médias, tout le monde est au courant. Et il y a une condamnation universelle. Excusez-moi, pourquoi la justice pénale internationale? Donc, on a créé le tribunal de Nuremberg. Vous le savez ou vous ne le savez pas. On a créé le tribunal de Tokyo. Pourquoi? C'était pour mettre fin ou pour traduire devant le juge les bourreaux de la Deuxième Guerre mondiale et les nazis. C'est là où la justice internationale a commencé. Un des atouts importants de ce jugement, c'est qu'il ne peut pas y avoir de condamnation sans que ça soit prévu par les textes. Il ne peut pas y avoir de chef d'accusation sans que ça ne soit prévu dans le texte. Avant le tribunal de Tokyo et de Nuremberg, il n'y avait jamais eu de chef d'accusation de crimes de guerre ni contre l'humanité. L'un des avantages absurdes et sublimes des deux tribunaux, c'est de créer en droit désormais les deux grandes accusations, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ça a débouché sur la création du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le tribunal pénal international de Arusha. Pourquoi? Parce que, et en Yougoslavie, et au Rwanda, vous le savez très bien, le Rwanda, il y a eu le génocide qui se passe de commentaires. Il fallait mettre fin à cela. Or, les tribunaux traditionnels de juridiction romano-germanique, autrement dit le droit français, n'avaient pas une structure favorable de barrer la route à ce genre de violence parce que nous n'avons pas de dispositions de ce genre. Et parce que les textes-là n'ont pas prévu la poursuite de ces incriminations. Donc, on a créé les deux tribunaux ad hoc à titre de laboratoire pour finir par la Cour pénale internationale. Et le tribunal de l'ex-Yougoslavie, que les Africains ne s'offusquent pas pour dire « Ah, on les poursuit en exercice de leurs fonctions ». Il y a le statut de Rome qu'ils ont signé, qu'ils ont ratifié. L'article 27 de ce statut dit que seules les personnes âgées de moins de 18 ans peuvent échapper à la justice pénale internationale. Du reste, quel que soit votre statut, quel que soit votre rang, quel que soit votre poste, vous pouvez avant, pendant et après être poursuivi dès lors que vous vous rendez coupable d'un crime le plus abominable. Monsieur Kaba, est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique unie ne peut pas se retirer de cette Cour pénale internationale dont vous faites la promotion? Parce que lors d'un sommet africain, quelques chefs d'État ont émis le souhait de se retirer de cette Cour pénale internationale parce qu'on pense qu'elle est faite pour les dirigeants africains. C'est ce qu'ils pensent. Et vous? Dans quel des pays on a fait un référendum, donner la parole au peuple? Êtes-vous favorable ou non à la justice pénale internationale et notamment à la Cour pénale internationale? Non. Mais pour la création, ça n'a pas été le cas? Mais ça n'a pas été le cas. C'était à eux d'en référer. Mais s'ils doivent en sortir,
puisqu'il s'agit de condamner les crimes, puisque eux, c'est des comités de crimes, je dis bien mes mots et je les pèse, ils se soutiennent entre eux, alors que beaucoup d'entre eux ont les mains en sang. C'est pour les protéger. Et le peuple qui est victime du carnage, des crimes les plus horribles, on n'a jamais allé au cimetière demander à ceux qui sont partis qu'est-ce qu'ils demandent pour rétablir leurs droits. Une justice juste et équitable. La Cour pénale a été créée. L'avantage énorme que ça, nous n'avons pas de justice sur nous parce que nous n'avons pas les moyens. Non seulement pour payer convenablement les magistrats, non seulement les mettre dans des conditions les plus convenables pour ne pas qu'ils soient à la portée de la tentation. Hélas, tentation il y a de tous les côtés. Et pour que également aussi, ils soient indépendants, qu'ils ne soient pas à la traîne derrière le pouvoir exécutif et que le juge lui-même ait la possibilité de rendre le jugement sans interférences. Je vous dirais simplement, par rapport à nos chefs d'État africains, le roi Salomon, qui était censé un roi sanguinaire, un roi antidémocratique, un roi qui avait tous les pouvoirs que vous dites aujourd'hui dans sa main, exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire. Il s'est agi une fois, pour la première fois dans l'histoire, un conflit de maternité entre deux dames. On ne l'a jamais vu depuis cette histoire. Malgré qu'il est taxé de sanguinaire, malgré qu'il est taxé d'injuste, malgré qu'il soit taxé de dictateur parce qu'il a tous les pouvoirs réunis dans ses mains, mais il avait tout de même le sens de la justice. Les magistrats qui ont été saisis de ce dossier commençaient à avoir des cheveux blancs à défaut de trouver la solution. Il a amené les deux dames, il a dessaisi les juges, il a dit qu'il va se charger du dossier. Il s'en est chargé, il a organisé des auditions entre les plaignantes, et puis au bout d'un certain temps, il les a réunies pour sa sentence, il dit qu'il a trouvé la solution, et que la solution que lui trouve, c'est de couper l'enfant en deux. C'est génial. C'est là qu'il a découvert que celle qui était favorable à ce qu'on coupe l'enfant en deux, que chacune en ait une partie, c'est là il en a décelé que quand on a porté un enfant dans le ventre pendant 9 mois, avec toutes les douleurs que cela suscite, tous les hauts et les bas que cela génère, celle qui dit non, de ne pas le tuer, au moins espérer même entendre que son enfant vit, la soulage plutôt que de l'avoir coupé en deux. Et c'est celle-là finalement qui a eu l'enfant. Je donne cet exemple pourquoi ce n'est pas anodin. C'est le souci de rendre la justice. Vous savez, l'impunité, la Cour pénale internationale a un fondement essentiel. C'est quoi d'abord? Il ne peut y avoir de paix, ni de quiétude, ni de développement possible tant qu'il y a l'impunité. L'impunité déstabilise les États. C'est vrai, vous êtes africain, vous êtes sur le continent africain, vous faites la promotion d'une justice aujourd'hui dont certains chefs d'État veulent se retirer de cette justice parce qu'on pense qu'elle est faite pour les Africains. Comment menez-vous ce combat? Je mène ce combat parce que je trouve que l'argumentation est erronée et c'est facile. J'accepterai qu'on renonce à la Cour pénale internationale à la seule condition. Trois conditions. La Cour pénale intervient dans un État quand il y a eu des crimes qu'il n'y a pas eu de poursuite. OK? Ou qu'il y a eu poursuite et que le pays n'ait pas les moyens financiers de procéder au jugement. Ou alors que la justice de cet État soit en délabrement total, ce qui est le cas dans tous les États africains. Et même si tel n'est pas le cas, cette justice est-elle indépendante pour juger les cas dans lesquels l'autorité est impliquée? Je vous laisse répondre à cette question. Mais ce que je vais vous dire, je suis un combattant de la première heure.
les combattants de la défense des droits de l'homme, la lutte contre l'impunité n'est pas une question. Et si ça n'est c'est une question de vie ou de mort. On ne peut pas se disculper à la justice internationale tant qu'on n'a pas créé une justice nationale capable de régler le problème. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de justice capable en Afrique de régler certains problèmes de l'Afrique? Bien sûr. Vous les voyez, à chaque fois qu'il y a un problème, on fait appel à l'Europe. Alors écoutez, comment ils peuvent le régler? Ne me posez pas une question dont vous avez la réponse, monsieur Diakité. Monsieur Kaba, nous sommes en Guinée, vous êtes guinéen. 2013 était l'année de la justice. Vous avez vécu cette année en Guinée. Quelle est votre vision de la justice guinéenne? Ma vision de la justice guinéenne n'est pas très agréable. Mais puisque l'homme est perfectible à l'infini, je lance un message à travers votre émission au président de la République d'organiser la justice et de mettre à sa tête quelqu'un qui a le souci de la justice. Et pour dire ceci, je vous dirais que lorsque j'étais en première année de l'université où le professeur Alpha Condé était enseignant, mais il ne m'a pas enseigné, un de nos professeurs disait que la justice est une œuvre divine et qu'il n'y a pas de justice, que la seule justice qui existe est divine. Et je l'explique. Il dit que lorsque la justice repose sur l'homme, l'homme n'étant pas parfait, aucune des œuvres ne serait susceptible d'être parfaite. La vision est la perfection. La tendance est la perfection. Il dit que lorsque le juge a à juger entre deux individus de même classe, que le juge n'a pas à tergiverser, il n'appliquera rien que le droit. Entre deux riches, entre deux pauvres. Il dit que le problème se pose que quand un pauvre se cogne à un riche, qu'il ne peut pas y avoir de justice. Et c'est là notre entendement de la justice. La justice guinéenne au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas facile. Partout sur les cieux, la justice est décriée. Mais pour nous, c'est davantage décrié. Pourquoi? Parce qu'il y a un silence absolu de la chancellerie. Pendant ce temps, les crimes les plus abominables se commettent. Qu'est-ce qu'il faut alors, monsieur? Il n'y a jamais d'enquête, il n'y a jamais de poursuite, il n'y a jamais de jugement, il n'y a jamais de condamnation. Et ce que je m'en vais vous dire, lorsqu'un crime est commis, le crime est assez horrible. Le crime déstabilise la société. Durkheim dit que le crime désaxe la société. Avant le crime, vous et moi, mademoiselle, et les autres, nous avons tous une conscience individuelle. Mais dès que le crime est commis, au regard du degré de l'horreur du crime, nous renonçons à notre conscience individuelle pour adhérer à la conscience collective et condamner la déstabilisation de la société. Donc, quand l'ordre est troublé, quand le crime atteint un seuil quelconque, et le même Durkheim dit que l'acte criminel n'est pas reprouvé parce qu'il est criminel, c'est parce que la société reprouve l'acte que la qualification devient de plus grave. C'est l'assentiment du peuple. C'est ce que le peuple ressent suite au crime qui détermine la poursuite et la sanction. Malheureusement, en Guinée, il n'y a jamais de châtiment. Or, le même Durkheim que j'adore, qui est l'un des plus grands sociologues, pour ne pas dire le père de la sociologie, il dit que la seule justification de la loi est le châtiment. Vous, en tant qu'homme de droit guinéen, et aujourd'hui vous estimez qu'il n'y a pas de justice en Guinée, ça vous fait mal qu'il n'y ait pas de justice en Guinée? Mais comment ça peut ne pas me faire mal? Vous n'êtes pas de mon domaine, sinon vous n'allez pas me poser cette question parce que je suis homme de droit et je suis défenseur des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous faites alors pour améliorer cela, M. Kaba? Je ne suis pas tout le temps devant vous en train d'exprimer mon état d'âme. Je ne suis pas tout le temps devant les journaux exprimer mon état d'âme. À chaque fois que l'occasion m'est donnée, je crie haut et fort sous la foi de mon serment pour dénoncer les irrégularités du fonctionnement de notre institution judiciaire.
J'ai écrit États généraux, une réflexion de 36 pages. Et régulièrement, j'envoie des messages au président de la République. Les reçoit-il ou non? Je n'en sais rien. Mais on m'a dit simplement que quand il reçoit, il appelle. Puisque je n'ai pas été appelé, est-ce que j'ai le droit d'en déduire qu'il ne l'a pas reçu? Je n'en sais rien. Mais à chaque fois, j'ai joué mon rôle, je suis en train d'en jouer. Et si on m'a nommé président d'un comité aussi prestigieux, des avocats internationaux venus des continents, des 5 continents du monde, pour veiller à la promotion de la justice pénale internationale, c'est une charge qu'on me fait peser sur moi et qu'on fait peser à la Guinée. Ça veut dire par là, excusez-moi du terme, que si je dois bien assumer ma fonction au niveau de la promotion de la justice pénale internationale, c'est de commencer par la promotion de la justice pénale en Guinée. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à assumer de hautes responsabilités au niveau de la justice guinéenne, si on vous le demandait? C'est mon souhait le plus absolu. D'abord, j'étais à l'étranger. 2 fois, je suis parti. La première fois, je suis parti adolescent pour aller apprendre, pour venir me mettre au service de mon pays. J'ai laissé ma famille en France pour venir me mettre au charbon. Vaille que vaille, je suis là. J'y suis resté. En 2006, j'ai perdu mon beau-père dans des conditions les plus abominables. Court-circuit. Mes enfants étaient là avec ma femme qui était quasiment déprimée du fait d'avoir perdu son père dans des conditions tragiques. J'ai renoncé à la fonction, à la Guinée momentanément. Je suis parti pour apprendre et pour évoluer à la Cour pénale internationale. Et la dernière fois, je suis rentré pour servir mon pays. Et surtout à la justice, là où je n'ai fait que évoluer. Je suis prêt, si jamais il m'était demandé de mettre à la fois la petite connaissance que j'ai et les relations que j'ai au niveau national et international pour faire de la Guinée un pays de l'état de droit. Pourquoi un pays d'état de droit? Il ne peut pas y avoir d'état de droit sans le droit des droits. Et je m'explique. Ceux qui ont droit à une justice juste et équitable, s'ils n'ont pas droit, s'ils n'ont pas ce droit, ont-ils le droit au droit? Non. Et c'est d'ailleurs mon combat le plus absolu, c'est pour faire progresser la justice guinéenne. Je suis nommé président du comité pour la promotion de la justice pénale internationale. C'est une manière de faire l'écho de la Guinée et de prendre le bâton de pèlerin avec des Guinéens pour faire la promotion de la justice nationale et la justice internationale. Je ne peux pas dire que je ne peux pas assumer de fonction. De tout temps, ça a été ma hantise. Je veux servir la Guinée. Et pour servir la Guinée d'abord, je suis venu servir les citoyens guinéens en tant qu'avocat, défenseur des droits de l'homme. Vous avez écrit plusieurs fois au président de la République, il a reçu ou pas? Vous n'avez aucune réponse de cela. Et si le président de la République vous suivait actuellement, qu'avez-vous à lui dire? Je lui dirais qu'il a une chance inouïe parce qu'il pouvait perdre les élections. De justesse, il a eu un sursis. Je dirais un sursis. Et il doit en tirer les leçons les meilleures. Il ne suffit pas de dire que j'en ai tiré les leçons, c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. S'il a rectifié, depuis 3 ans, on l'observe et on observera par la suite. Il faut qu'il redore nos institutions d'hommes capables, d'hommes courageux, d'hommes ambitieux et d'hommes prêts à aller au charbon avec lui, rien que dans l'intérêt de la Guinée et exclusivement de la Guinée. Que les gens ne pensent pas aux intérêts bassement matériels, que les gens ne plongent pas la Guinée dans le ténèbres. Mais moi, qui suis resté ou je suis revenu, j'étais parti, j'étais persuadé. Retenez une des citations de Platon, une chance inouïe à la Guinée. Platon dit que lorsque la vie politique ne se résume qu'à la quête quotidienne du bonheur des concitoyens, qu'il vaut mieux de confier la politique aux philosophes. Ils ont l'amour de la sagesse. Excusez-moi. Le professeur Alpha Condé est intellectuel, universitaire, homme politique depuis 45 ans, se bat pour son pouvoir. Il n'a pas le droit de perdre
je fais partie de ceux, même si je ne vais pas dans sa cour, échouer les susurres, ce n'est pas ma nature, mais par ma voix, je fais comprendre que je veux aider la Guinée d'abord, pas le professeur Alpha Condé, parce que je reste et demeure guinéen. En aidant la Guinée, on aide le professeur Alpha Condé. Je fais partie de ceux qui n'ont pas une langue de bois. Je suis prêt à servir la justice, servir la Guinée. Et si le prof trouve son compte là-dedans, je suis ravi. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, M. Kaba. Récemment, vous avez publié un communiqué par rapport au Comité pour la promotion de la justice pénale internationale. Quel est le contenu de ce communiqué en bref? Ce communiqué veut dire qu'il ne peut pas y avoir de paix, ni de justice, ni de cohésion sociale, ni de développement auquel la Guinée aspire tant, et tout le continent africain et l'humanité entière, tant qu'on ne lutte pas contre l'impunité. L'impunité déstabilise. L'impunité désorganise nos sociétés. L'impunité déshumanise. Prenez simplement un exemple. À Zérekoré, 2 fois, ici à Conakry, l'autre jour à Cancan, un jeune garçon, pour un contrôle d'identité, trouve la mort. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore entendu dire que ceux qui ont tué à Zérekoré et le carnage qui a eu lieu tout récemment, qui a défrayé la chronique, qu'il y a eu des poursuites, qu'il y a eu des enquêtes et que le procès a commencé. Je ne l'ai pas entendu. D'accord? Ça, c'est l'impunité. Mais ce que je vais vous expliquer, que les gens ne comprennent pas, l'impunité ne dit pas simplement l'absence de punition. L'impunité, ce n'est pas l'impunition. Et je m'exprime très bien. L'impunité veut dire simplement que les gens victimes des crimes les plus abominables, les gens déstabilisés dans leur vie quotidienne, dans leur vie sentimentale, dans leur vie familiale, dans leur vie tout court, et qu'il n'y ait jamais eu de commencement d'enquête, qu'il n'y ait jamais eu d'arrestation, et que ces responsabilités n'aient pas été imputées à des personnes physiquement déterminées avant même qu'il y ait jugement. C'est ça l'impunité. Et ça déstabilise, ça démoralise les gens, ça affaiblit le pouvoir. Et comme vous me parlez d'un message vis-à-vis du prophète, son pays est regorgé d'éminents cadres qu'ils regardent, qu'ils les mettent à l'essai, qu'ils fassent leurs preuves. Il y a beaucoup de nationalistes ici. Et s'il échoue, c'est sa faute. Mais il ne manque pas d'instruments qu'il doit apprécier l'usage pour sortir de la Guinée. Je sais qu'il a de bonnes intentions, mais l'intention ne suffit pas. Monsieur Kaba, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez un dernier mot? J'ai un dernier mot. 30 secondes. Nous sommes à la veille d'un remaniement. Je ne sais pas qu'est-ce que le prof va encore sortir de son chapeau, comme on dit régulièrement en Europe. Je l'invite. Je l'invite, il l'a dit. Il n'aurait même pas dû dire qu'il aurait remaniement. Cela va de soi. Chaque élection politique de l'Assemblée nécessite absolument un changement de gouvernement. Le gouvernement qu'il va mettre sur pied, que ce soit un gouvernement de gens responsables, que ce soit un gouvernement, même si des gens n'ont pas été déjà au charbon au temps des anciens régimes, qu'ils fassent confiance aux hommes. C'est à la tâche que l'expérience arrive, c'est à la tâche que les gens se découvrent. Je le souhaite de trouver des hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, mais rien que des compétences, et rien d'autre comme récompense. Ça tue le fonctionnement des institutions, ça tue notre espoir qu'on avait fondé en lui de faire de la Guinée un pays émergent. Je lui souhaite énormément de courage et nous sommes à sa disposition. Et merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kaba. Merci. Merci à ces millions de téléspectateurs. Nous étions avec le bâtonnier Amadou Tidiane Kaba,
avocat au barreau de Guinée, conseil inscrit et membre des experts francophones à la Cour pénale internationale et au tribunal pénal international de Arusha pour le Rwanda. Il est aussi le président du comité pour la promotion de la justice pénale internationale. Merci de votre fidélité à Évasion Guinée. On se reprend jeudi prochain. Bonsoir.